Aujourd'hui, on est avec Pierre. Salut. Je suis très content de t'avoir ici parce qu'on a ouais. fait de multiples aventures, non pas de jeux de rôle, mais sur d'autres projets jadis. Et on a discuté récemment jeux de rôle parce que en fait, tu es de passage en France, que tu habites au Japon. Exactement. À temps plein, entre guillemets, c'est vraiment là-bas, tu vis là-bas. C'est ma vie, ouais, j'habite Quelques années. depuis 4 ans à Tokyo, ouais, exactement. Yes. À la base lyonnais, donc on se connaît aussi C'est ça. de racines ici, ce qui fait que je suis de passage par ici. Exactement, donc on en a profité avant que tu reprennes l'avion pour d'autres aventures. Et on a parlé de pas mal de choses niveau jeu de rôle. Toi, tu crées des univers. Un des points que je voulais dont on parle, je pense être le sujet par lequel on va commencer, c'est l'impro. L'impro, c'est un sujet qui peut faire peur à pas mal de rôlistes, de MJ. Finalement, nos joueurs, ils improvisent tout le temps, mais en tant qu'MJ, on peut avoir peur un peu de faire ça. Et justement, il y en a qui sont plus à l'aise avec ça. On a eu un autre invité aussi tout à l'heure, mon enregistre, qui a aussi fait du théâtre et du coup, il fait beaucoup d'impro aussi là-dessus. Et toi, tu as fait du théâtre d'impro aussi un peu dans cet objectif-là. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Et voilà, l'idée, c'est qu'on en parle un peu. Tu as fait du théâtre d'impro du coup. Et l'idée, c'est qu'on parle un petit peu de ce sujet de l'impro dans le jeu de rôle, quoi. Avec plaisir, ouais. Ouais, effectivement, en fait, je continue à en faire du théâtre d'impro. J'ai commencé à Tokyo, en fait. On a un lycée français qui est basé à Tokyo, il y en a à Kyoto aussi. Il se trouve que la prof de théâtre du lycée de Tokyo propose pour les habitants français de Tokyo une séance de théâtre d'improvisation. Plus précisément, on n'est pas sur du match d'impro, ça c'est un autre type de fonctionnement de l'improvisation. Là, on rentre dans quand même le vrai théâtre d'impro. Ah, c'est une quoi fois la par mois. différence, en gros? T'as un versus d'impro, c'est genre. Alors ouais, je vais pouvoir le définir ça là-dessus. Et juste pour terminer sur ce que je disais, le théâtre d'impro marchera mieux par rapport à la recherche qu'on peut avoir en termes de maître de jeu en JDR. Okay. Le match d'improvisation, c'est ce que vous avez peut-être déjà vu, si certains ont déjà se passé dessus. On va avoir des équipes en fait qui vont se faire face, des thèmes imposés qui vont être soit différents, soit identiques en fonction d'équipe A, équipe B, et il y aura un jury qui va devoir donner des notes. Et en fait, ça a été construit originairement par une des personnes qui faisait du théâtre d'impro, qui voulait quelque chose d'un peu plus entre le sport, etc. Ça vient du Canada, je crois que ça commence à la base, si je dis pas de bêtises, avec un peu des règles comme le hockey sur glace, il y a un ring, etc. Donc il y a quand même une ambiance compétitive et sportive. Freestyle de voilà. rap, mais version théâtre d'impro. Okay. Le freestyle, le rap, en fait, ça reste un match d'impro en soi. Ouais. C'est juste que la seule thématique, c'est de se clasher. Okay. Le match d'impro va rentrer dans une thématique. Par exemple, on va dire thème horreur et les personnages sont tous des enfants. Et après, il va falloir trouver par-dessus quelque chose. Et souvent, on a en fait ce qu'on appelle un caucus et 30 secondes pour se concerter avec les équipes. Donc on laisse ce sujet-là de côté qui va moins nous servir aujourd'hui pour rentrer plus dans le théâtre d'improvisation dont on parlait. J'avais vu un truc dessus, est-ce que ça rentre dans cette pratique-là? C'est genre, j'avais vu des images de théâtre justement, et t'avais un professeur qui disait refais la scène à chaque fois. Et à chaque fois, la personne devait imaginer un autre dialogue, voilà. Et à la fin, quand il fait plusieurs fois genre refais, ça donne des situations que les mecs savent plus quoi faire, ils doivent imaginer des trucs complètement délirants. Et du coup, c'est très drôle, mais est-ce que du coup, ça rentre un peu dans ce cadre-là, ou on est plus dans un cadre genre on vous donne une situation, vous faites et on vous laisse gérer? Hello, je t'interromps 2 secondes pour te dire que si toi aussi tu as envie de devenir maître du jeu ou de progresser en tant que maître du jeu, on a créé un starter pack contenant 3 vidéos, c'est gratuit et le lien est en dessous de cette vidéo. Non, ce que tu décris, c'est un exercice qui existe effectivement. L'objectif, on va prendre cet exercice-là, puis après je reviendrai sur le reste, mais l'objectif de cet exercice-là, en fait, ça va être de complètement amener la personne à ne pas faire appel à son raisonnement pour réagir. Parce que du coup, on va épuiser toutes les solutions que tu peux avoir plus ou moins anticipées ou des réflexes naturels soit de détours humoristiques ou alors de faire appel à des émotions que tu sais facilement faire en jeu. Là, on parle de roleplay. C'est hyper intéressant. Vraiment sortir de sa zone de confort. Quoi, pour exactement. Ça. En fait, on épuise tout ça et finalement, il ne reste plus rien dans le cerveau. Donc, comment on fait pour réagir? Et là, on fait réagir le corps. Donc, et c'est plein d'exercices qui vont être amenés. Et c'est souvent par là qu'on commence en échauffement, en improvisation théâtrale. Et on va soit faire, par exemple, tous les muscles du visage. Comment on arrive à faire bouger le maximum. Donc, ça va être au début, essayer de faire tous les muscles concentrés comme si tu tirais par le nez. Il faut que tu mobilises tout le visage. Après, l'inverse, étirer le maximum. Et donc, du coup, on va se retrouver à faire des grimaces, à partir dans tous les sens, faire bouger le corps ou alors faire des vocalises, faire du charabia souvent.
ce qui va amener à sortir de la logique, il faut complètement sortir du truc, et amener par la réaction du corps. Et finalement, ce qu'on va faire inconsciemment. D'accord, ok. C'est hyper intéressant. Hein. Ouais, carrément. Ok. Et c'est, je trouve, une approche qui est donc plutôt théâtre et moins match d'impro. Moi, ce qui me parle beaucoup, parce que ça permet de réagir de plus en plus vite. Quand on est amené à le pratiquer souvent, on aura plus l'habitude de déconnecter le cerveau et de réagir instinctivement. C'est vraiment une notion d'instinct et de corps. Et en partie, surtout quand on est maître de jeu, c'est un outil qui peut être puissant. Parce qu'on n'est plus bloqué, le cerveau freeze par rapport à une situation qu'on ne maîtrise pas, mais on va répondre du tac au tac sur un truc qui n'est pas logique forcément, qu'on ne maîtrise pas, mais on peut faire croire aux joueurs qu'on le maîtrise. Mais par contre, tu as quand même ce risque, parce que moi, c'est pas tellement une peur de l'impro que j'ai, c'est plus une peur de dire un truc qui au final va amener les joueurs dans une mauvaise direction par rapport à l'histoire ou le scénario prévu. Comment tu gères un petit peu ça ? Alors là, si on parle dans le vif du sujet du jeu de rôle, du coup, de mon côté, ce que je garde toujours en tête, c'est que on est en tant que maître de jeu, c'est aussi pour ça qu'on a le petit paravent devant nous. Finalement, on est le marionnettiste, et on tient notre décor, on tient nos marionnettes, les joueurs en tiennent d'autres. Mais eux, ils n'ont pas la possibilité de bouger le décor. Là où nous, on peut faire pivoter le décor quand on veut. Et ce qui va être sur le papier de notre côté, ce qu'on a préparé pendant 3-4 heures la veille ou la semaine d'avant, qui tombe à l'eau parce qu'ils ont décidé de partir dans le mauvais sens, que ce soit par nos indications ou par leur choix, faut pas avoir peur de se dire que l'objectif final, il est quand même déjà défini. Et finalement, c'est arriver à contourner, passer par un chemin d'improvisation pour arriver à l'objectif. C'est vrai que quand je construis mes parties, moi, j'ai beaucoup ces points d'ancrage où je sais que je vais devoir amener mes joueurs. Et après, si je dérive par rapport à la route que j'avais pensée, A, B, C, D, ils prennent la route Z, ben tant pis, je les suis. Ok. Ouais, donc si je comprends bien, en fait, tu as vraiment tes points d'intérêt. Et après, la route qu'ils prennent, ben ça, elle est susceptible de changer. Et c'est ok pour toi, tu es prêt à improviser cette route-là, en fait. Je mets beaucoup l'accent dans ma manière d'aborder le jeu de rôle et le MJ. À ne jamais quitter l'immersion des joueurs. Donc c'est ce qu'on appelle la suspension d'incrédibilité, qui est hyper importante si on veut amener les joueurs. Comment est-ce que tu définirais la suspension de crédibilité pour vulgariser un petit peu à notre audience qui ne connaissent pas trop ce terme ? Exactement. Ça va être une manière aussi pour moi de parler un peu comment je m'en suis retrouvé dans le jeu de rôle. Ah, parfait. Donc comme ça, on mélange les choses, que c'est un peu lié. Typiquement, c'est quand on joue quand on est enfant, qu'on imagine qu'on est Harry Potter dans la cour de récré, qu'on a ramassé une branche de bois avec sa baguette magique et qu'on est capable de s'imaginer à Poudlard et de monter des escaliers alors qu'il n'y en a pas devant nous. Quand on a cette sensation quand on est enfant, on est capable de s'imaginer tout un monde qu'on perd petit à petit parce que le cerveau se développe et on développe d'autres facultés et la plasticité cérébrale qui permet d'imaginer comme ça devient plus réduite. Mais on peut toujours lui faire appel avec un peu de travail. C'est ce que propose le cinéma, c'est ce que propose le jeu de rôle et c'est ce que propose pas mal de médias. Moi, quand j'étais petit, j'adorais faire ça. J'étais tout le temps en train de faire du RP quand j'étais petit. Les autres jouaient au foot. Moi, j'étais en train de jouer à Super Smash Bros ou Bionicle avec mes potes et je leur disais, bah toi t'es lui, toi t'es machin. Et puis moi, je faisais des combats de Pokémon, je vais transformer mes potes en Pokémon. Et moi, j'étais leur dresseur. C'est pas mal. C'est une armée comme ça. Et j'ai beaucoup voulu retrouver ça. J'étais au collège, j'ai écrit, que je n'ai jamais fini, mais un roman d'Heroic Fantasy. Donc j'avais aussi la passion de raconter des histoires que j'ai laissé de côté. Finalement, fin du lycée, début des études supérieures, j'ai découvert le jeu de rôle. J'en avais entendu un peu parler avant, mais là, j'avais des amis qui m'ont proposé de participer à une table. Donc j'ai participé sur c'est Reflet d'acier, qui est en fait une reprise de Pathfinder, D&D, avec en fait beaucoup d'éléments comiques qui viennent de Reflet d'acier, le magazine. Donc j'en ai fait une partie et je me suis dit mais c'est trop bien, ça me permet d'écrire si je suis maître de jeu et en même temps faire vivre des histoires. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dedans. Donc voilà, la suspension d'incrédulité, c'est pour moi quelque chose, c'est suspension d'incrédulité, je crois que je l'ai dit mal tout à l'heure. Incrédulité, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Qui permet en fait aux gens d'oublier le monde réel et de se dire c'est cohérent. Ce que me raconte l'histoire, ça a du sens. Donc c'est par exemple quand on regarde Harry Potter, on se dit pas les sorciers ça n'existe pas, la magie ça n'existe pas. Le relou dans la salle de cinéma. On y croit parce que la chose est bien construite. Ouais.
Et donc, il faut arriver à amener les gens dans cet état-là. Et moi, c'est ce que je préfère. C'est au moment où ils sont pleinement dedans et qui réagissent plus en disant est-ce que mon personnage peut faire ça? Est-ce que ça a du sens? Mais je lance une boule de feu et j'essaie de le tuer. Et là, c'est le moment où, quand ils sont impliqués émotionnellement, pour moi, j'ai tout gagné. Ok. Ouais. Mm. Ça passe. En fait, c'est vrai que ça passe certes par la conception de ton univers, les règles de base, le fait aussi de les transmettre, mais ça passe aussi beaucoup par l'impro, justement, par rapport à ça, quoi. Je trouve l'impro par rapport à ça, ce que ça apporte énormément, c'est la capacité de ne pas laisser les joueurs savoir quand on est pris de court ou pas. Et bien souvent, comme je travaille ça, c'est un des outils que je travaille beaucoup pour le jeu de rôle, les joueurs me font le retour quand j'ai des nouveaux joueurs. Ah bah c'est marrant, j'ai pas su savoir quand tu improvisais ou quand c'était préparé. Bon, il y a des moments où je lis une petite description que j'ai préparée, donc ça ils le savent, mais il y a les passages où je suis en full impro, ils ne se rendent pas compte, c'est les passages où je suis préparé non plus. Ok. Pour toi, c'est très important qu'ils ne distinguent pas la différence entre le moment où tu improvises et le moment où tu as prévu des choses. Oui. Alors les trucs très prévus, comme je disais, des Ouais, descriptions, comme tu as dit, bon, voilà. préparer des petits objets, des machins, voilà. Mais par contre, ouais, pour moi, c'est important parce que c'est là où on reste, en fait. Le maître du jeu représente l'univers, donc il doit être omnipotent. Et si on montre aux joueurs qu'on n'est pas omnipotent parce qu'ils se rendent compte que là, on a perdu le fil ou qu'on n'est pas prêt sur un truc, bah, on perd un petit peu de l'aspect omnipotent qu'on peut avoir. Là où si on est bien dans cette approche-là, les joueurs vont peut-être essayer parfois de dépasser les règles, d'outrepasser les mises en garde, et là on peut taper fort. Ok. Et donc il y a une vraie tension. Je trouve que les enjeux c'est hyper important. J'aime beaucoup le côté un peu cinématographique aussi dans le jeu de rôle, donc apporter de l'enjeu et faire ressentir aux joueurs que s'ils font n'importe quoi, ça va se répercuter sur eux, c'est important aussi, sans être méchant, mais aussi pour qu'il y ait que ce soit tangible l'univers qu'on leur décrit et dans quoi on les amène. Ouais, j'ai l'impression que tu aimes bien construire un espèce d'état de flow Ouais. avec tes joueurs et ta table, entre guillemets, sur la co-création d'histoire. Pour expliquer un petit peu l'état de flow, ce côté un petit peu où tous, on est dans un état où tout le monde s'éclate parce qu'on est pile au niveau de difficulté que les joueurs savent gérer et pile au niveau de facilité où tout est fluide. En fait, c'est ça l'état de flow. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu recherches beaucoup sur tes sessions. Très bien résumé. Ok. Super. En fait, ouais, cet état de flow, en fait, il est incroyable parce que quand tu l'atteins avec une table, moi, c'est ce qui m'est arrivé sur quelques parties où, en fait, vraiment, tout s'enchaîne de façon hyper logique, hyper fluide, et tu crées souvent à ce moment-là des sessions qui sont mémorables, quoi. C'est ça, t'as beaucoup d'anecdotes qui peuvent ressortir de ça, t'as beaucoup de... Mais par contre, c'est facile de rater, de casser un peu cet état de flow en pouvant, justement, en faisant des erreurs qui sont un peu cons, mais qui peuvent sortir de cette immersion, quoi. Je pense qu'il faut pas avoir peur de faire des Je pense qu'il erreurs faut pas là-dessus, avoir par peur contre, de faire des erreurs, mais par que contre. c'est difficile à maintenir tout au long d'une session. Ouais. En fait, c'est ça que je pense et puis et à la fin de la session aussi, ça a duré genre 5 heures, t'es fatigué à la fin de la session, hein. Et en fait, c'est pour ça que je pense que c'est pas une question de faire des erreurs, plus une question de difficulté à maintenir cette suspension d'incrédulité, entre guillemets, tu vois, ce flow constant entre toi et les joueurs et l'improvisation qui va avec, parce que pour moi tu peux pas créer cet état de flow sans justement ce que tu l'as dit, sans merde, j'ai perdu le mot. Improviser. Oui, sans improviser, voilà. En fait, je pense que tu peux pas avoir ce flow sans impro. Ouais. En fait. Et c'est un peu le saint graal du maître du jeu et de ce qu'on cherche dans le jeu de rôle au final. Ouais. En fait. Je rebondis sur le côté erreur. C'est là où je pense que c'est important, surtout pour les maîtres du jeu débutants qui veulent arriver à ce niveau-là. En tout cas, arriver à faire sentir aux joueurs de leur table un petit peu cet état de flow. Le MJ ne se trompe jamais. C'est le jeu qui va évoluer en fonction. Et si jamais nous, derrière le paravent, on se rend compte qu'on a fait une erreur, c'est là où je parlais tout à l'heure de changer le décor, bah, c'est à nous de faire évoluer l'univers pour que ça corresponde à ce qui vient de se passer. Il y a souvent le cliché, vous avez peut-être déjà entendu sur internet pour nos auditeurs, du ta gueule c'est magique, qui est un outil qu'utilisent des MJ qui vont pas avoir trop de recours justement pour faire pivoter là où ils ont fait quelque chose qui n'a pas trop de sens par rapport à l'univers. C'est ça. Et c'est pas grave. Oui, vas-y. Ouais, petite parenthèse là-dessus, c'est aussi que nous, on en parle un petit peu je crois dans l'information, on a passé là-dessus, c'est ce côté un petit peu, c'est aussi pour fluidifier la partie, parfois qu'on utilise cet outil, dans le sens où parfois il peut y avoir aussi des dissensions avec certains joueurs en mode, bah là ça se passe comme ça, ou la règle c'est pas exactement ça, et le principe du ta gueule c'est magique, c'est de dire, pour le souci pour le bien-être de la partie,
on va s'arrêter de discuter et j'ai raison, parce qu'on a besoin de ça pour créer cette suspension d'incrédulité, de se dire ok, c'est peut-être mal fait là, je suis désolé, mais il faut qu'on avance parce que là on est plus en train de détruire la partie qu'on est en train de lui rendre hommage, quoi. En fait, moi c'est un peu comme ça que je vois l'outil, quoi. En fait. Bah, je comprends tout à fait, et mon approche, c'est de pas de s'excuser, Ah ouais, ok. et de rentrer dans la diégèse du jeu. Donc la diégèse, ça veut dire ce qui est de l'univers du jeu. Donc quand on parle entre nous, on est hors roleplay, c'est-à-dire on parle entre joueurs autour de la Ouais. table, et ce qui est dans la diégèse ou ce qui est diégétique, c'est ce qui se passe au niveau des éléments du jeu. Et donc plutôt que de débattre avec un joueur qui peut être peut-être tatillon sur les règles ou sur l'univers, soit on peut lui répondre en inventant quelque chose, et s'il dit mais ça correspond pas à ce que j'ai vu, on lui répond que c'est le jeu qui se passe là, qui n'est pas forcément le jeu que tu as lu. Ouais. Ou alors faire intervenir quelque chose dans l'univers qui peut lui arriver à lui, ou alors qui permet de souligner la chose de manière un peu plus subtile et sans donner tous les éléments. Donc ça peut être par exemple si on tombe sur un artefact qui va avoir un certain pouvoir qui est issu d'une lignée de dragons. On va dire, si on prend l'exemple classique de Donjons et Dragons, il y a plusieurs couleurs de dragons qui vont être plus ou moins gentils. Un maître de jeu débutant pourrait faire une erreur de mélanger un dragon qui sont des types de couleurs. Les couleurs métalliques sont plutôt gentilles, les couleurs vives sont, enfin, les couleurs classiques sont plutôt des méchants dragons. Imaginons il se trompe et il amène un artefact qui est censé apporter un pouvoir gentil, sauf qu'il utilise une couleur de dragon méchant. Un joueur tatillon pourrait reprendre ça. Bah derrière, on peut de manière en diégèse venir amener finalement que il y a eu un sort qui fait que ça a transformé la couleur. Une exception dans l'arrêt qui permet... C'est simple, et on dit que non, c'était qu'il y avait un sortilège par-dessus qui a été lancé pour encore être plus vil que ce qu'on avait imaginé, etc. Ça peut être une manière de l'interpréter, où on va donner raison, revenir aussi sur le sujet pour garder, nous, notre artefact qui était positif, dire que tu as raison, effectivement, il y a une couleur rouge du méchant, mais en fait, c'est parce que c'est le méchant qui a décidé que tu ne rattrapes pas l'objet, et souvent, quand on le fait de cette manière-là, ça peut aussi amener les autres joueurs autour de la table à dire « Ah bah ouais, parce qu'il y a ci et ça », et inventer leur propre théorie. Du coup, j'en profite pour en dire là-dessus, en improvisation, laisser les joueurs faire leur théorie, je trouve que c'est un super moyen d'avoir de l'inspiration pour la suite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, grave. C'est un très très bon outil parce qu'il t'amène des choses, puis il construit des histoires avec toi. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est tout. Après, moi je trouve que c'est tout le principe de jeu de rôle, c'est de co-construire une histoire ensemble. Tu vois. C'est ça. Et je pense que avoir tout le poids de l'histoire sur toi, c'est parfois vite épuisant, alors qu'en fait, t'as des gens autour de la table qui sont là pour co-construire et qui peuvent te donner des idées de fou auxquelles t'aurais pas forcément pensé. Et si t'arrives à jongler un petit peu et à improviser un petit peu, en fait, tu peux te servir de ce qu'ils ont pensé pour créer la suite de ton histoire. Tu vois. Moi, je pense que tu vois, sur une table, ceux qui improvisent le plus, de toute façon, c'est comme on l'avait dit dans plusieurs fois, c'est les joueurs. Les joueurs, c'est ceux qui improvisent le plus. Nous, on a déjà un scénario dans notre tête, on a déjà tout préparé, plus ou moins, mais c'est eux qui vont improviser complètement sur tout ce que tu vas leur énoncer. Donc, en fait, ça te permet aussi pour moi, en tout cas, sur l'improvisation, ça me permet un peu de relativiser mon improvisation. En me disant, eux, ils improvisent tout. Je peux improviser, je peux y aller tranquillement. Ils font des erreurs, ouais, même si je fais des erreurs, c'est pas grave. Comme ça, au moins, on peut tous improviser, avancer tous en même temps sur la même improvisation. C'est un peu dans cet état de flou, enfin, en tout cas, ce sentiment que j'ai quand j'arrive sur table, quand je vais pour improviser des grosses sessions. Moi, je prépare très peu, en plus. Je suis quelqu'un qui prépare 20%, 30% des parties. 70% au moins, c'est de l'improvisation. Et je sais que, justement, ce côté, tout le monde va improviser, ça m'aide beaucoup. Et rebondir sur l'improvisation, c'est un truc qui est trop bien, je pense, pour ça. Tout ce qu'ils créent, tout ce qu'ils inventent comme théorie, je m'en sers, je me le note vite fait, pour pas l'oublier pour la prochaine session, puis ensuite j'improvise dessus, quoi. Et je trouve que c'est vraiment bien pour ça. C'est des choses aussi que tu utilises aussi beaucoup. Je suis pas dans cette approche avec aussi. J'aime bien préparer un peu, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien le côté scénaristique. Donc c'est vrai que pour avoir quelque chose d'assez qui permet de garder cet état de flow au niveau scénaristique, il y a besoin d'avoir un peu de préparation pour rester dans le... Tu veux pas improviser sur tout, en fait. Non. Non, de toute façon, voilà. Si tu veux avoir des méchants charismatiques, si tu veux avoir des PNJ dont les joueurs se rappellent et savent avec lesquels interagir, il faut préparer un peu. Mais après, c'est des choses aussi qu'on peut totalement laisser libre à l'impro.
Et typiquement, j'en ai un que j'aime bien, que j'ai utilisé en fait sur ma campagne sur Avatar, le dernier maître de l'air, que j'ai rejoué en one shot il y a pas longtemps et j'ai réexploité un même petit bout de chapitre de maison hantée où en fait moi quand je l'ai préparé, j'ai rien, je sais que c'est une maison hantée qui en fait apparaît à cause de champignons nocifs qui envoient des fumées, donc tout le monde est intoxiqué, mais ils le savent pas. Ils arrivent sur l'île et hop, ils se retrouvent dans une tempête, ils s'enferment dans la maison hantée, c'est l'hôtel. Et là, on peut partir dans tout et n'importe quoi parce qu'il n'y a pas besoin de respecter l'univers. Et c'est ça aussi qui déroute, parce qu'on les sort de l'univers sur lesquels ils ont évolué pendant quelques heures, mais ils se retrouvent dans un autre style qui va pas leur parler, qui va pas parler à leur personnage non plus. Et là, j'ai rien sur la feuille, donc je réagis au moment même où ils me proposent des choses. Je sais juste que je veux pas les faire sortir avant un certain temps et que je veux les isoler les uns après les autres, vraiment à l'assaut où ils sont enfermés, puis ils disparaissent. Et c'est les seuls trucs que j'ai sur la feuille quand je me lance. Ok. Est-ce que du coup, t'as des aventures que tu prépares? J'ai l'impression qu'il y a des aventures que tu prépares plus que d'autres. Et c'est quoi un petit peu la dose de préparation que tu fais en moyenne sur tes parties versus la part d'impro? Ça dépendra de quel type de jeu j'utilise. Si je prends un jeu où l'univers existe déjà, j'ai déjà un scénario qui est plus ou moins fait, un système de règles existant. Là, je vais plutôt effectivement venir avec un petit peu de préparation, mais pas trop, pour donner un peu d'étoffe. Et je vais beaucoup récupérer ce qui s'est passé dans les parties précédentes pour venir beaucoup nourrir l'évolution des personnages, des joueurs. Typiquement, est-ce que tu as un ou deux exemples de ce que tu prépares? Genre, tu prépares quoi? Juste une petite quête, un lieu, un personnage? Ouais, je vais prendre l'exemple. Donc, j'ai une table sur laquelle je suis en train de finir un scénario d'introduction, d'initiation JDR à des débutants. Donc, c'est le jeu, c'est créé par les 7 singes, s'appelle Le Royaume du Roi Norgal. Donc, c'est du JDR classique d'Heroic Fantasy. On retrouve beaucoup de connotations Donjons et Dragons ou Seigneur des Anneaux. Dans ce jeu-là, il y a le scénario qui est déjà écrit avec des rencontres, etc. Et en fait, je vais venir récupérer ce scénario-là, voir si il y a trop ou pas assez de combats pour ajuster en fonction. Là où je peux rajouter peut-être une section, si jamais ça manque un peu, si c'est trop combat, exploration, peut-être rajouter une énigme ici, ou alors rajouter un peu plus de couleurs sur un PNJ qui a été proposé par le jeu. Qu'est-ce que tu conseillerais à un MJ débutant qui a peur de l'impro, justement? Comment tu lui conseillerais d'aborder ça pour ses premières parties? Je pense le meilleur moyen, c'est de se lancer, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le format maison hantée en fait. Donc c'est de ne pas prévoir et de vraiment y aller, faire le saut dans le vide un peu. Faire confiance en ses jambes. C'est ça, mais c'est surtout, comme je l'ai dit, ce passage maison hantée, il n'a pas d'impact sur le scénario et il se passe de manière décorrélée du scénario. Il n'y a pas besoin de réfléchir à l'univers autour. C'est difficile d'arriver à improviser en réfléchissant. Alors, j'ai tous mes PNJ à gérer, j'ai 7 univers à gérer, donc il faut que je sache exactement ce que ça fait, comme quoi la magie. Si jamais ils se battent, du coup, il faut que je gère tout. Si on sort un peu du cadre, qu'on fait un pas de côté, qu'on propose une parenthèse, là, on peut explorer plein de choses. Et donc, il faut juste choisir un thème. Ça peut être un lieu, ça peut être une émotion. Il faut donner un petit mot comme ça. Et à partir de là, laisser la porte ouverte aux joueurs d'explorer pendant 5-10 minutes. Et jouer en réaction. Parce que finalement, c'est les joueurs qui vont tout faire. Nous, on fait rien, on prépare rien. Ils vont faire « Ah, mais je vois ça » ou « Peut-être qu'il y a ça ici. » « Ah bah oui, tu vois plein d'écritures. » On s'en fiche de ce qu'il y a dans les écritures parce que nous-mêmes, on sait pas. Et on les suit. Soit on va à l'encontre de ce qu'ils ont estimé, qu'ils ont théorisé, ou alors on les suit dans leur théorie. Ok. Il y a des règles, je sais qu'il y a quelques règles de base en théâtre d'impro, du genre il faut pas dire non, il faut pas refuser ce que les gens disent, il y a oui et même que, oui et aussi, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est des règles que tu utilises aussi en JDR? Est-ce qu'il y en a d'autres qui selon toi sont intéressantes à exploiter? Effectivement, il y a la règle de ne pas dire non. En fait, c'est plus fin que ça. Les gens disent souvent que c'est non. C'est plutôt ne pas rentrer dans une confrontation qui bloque en fait la scène. C'est ça ce qui est le plus important dans le théâtre d'improvisation. Parce que si y a un lapin là, non mais j'en vois pas, t'es folle. Si on reste sur ce niveau-là, le dialogue ne fait que se répéter. Alors que dire
t'es complètement bourré, ou alors t'as pris de la drogue, il n'y a pas de lapin. On ajoute quelque chose de supérieur. Et l'autre personne en face peut dire, bah non, c'était juste mes médicaments, je prends pas de drogue. Et donc là, on construit, on ajoute des éléments. On peut en revenir sur tout à l'heure, les joueurs qui peuvent nous mettre un peu à défaut, on va pas avoir préparé quelque chose. Et ben, c'est rentrer dans le sens des joueurs et ne pas les contredire, pas leur dire attends, non, je suis pas sûr que ça fasse ça. C'est dire oui, effectivement, ton personnage peut penser que ça fait ça, et donner un peu de temps en décrivant la théorie du personnage et en abreuvant, donc on construit ensemble, ce qui nous laisse le temps de vérifier et dire en fait ton personnage, on fait peut-être un petit jet de dés un peu plus tard. En général, si on a de la chance, il rate, ou alors s'il réussit, ben, on va lui donner un petit truc qui va aller dans son sens, mais qui n'est pas exactement ce qu'on avait prévu, et vérifier que effectivement, ben, oui ou non, ce qu'il avait estimé est vrai ou faux. Ok. Je pense que c'est des petites ficelles, et encore une fois, c'est toujours pour garder l'état de flow, pour garder la suspension d'incrédulité. Les joueurs vont proposer des choses par leur personnage, et les personnages ont leur propre perception propre. Typiquement, je pense à une partie que j'ai fait en one-shot il n'y a pas longtemps, qui est complètement loufoque, où c'est la Terre s'arrête d'un coup de tournée, donc du coup ça crée des cataclysmes, des machins, mais tout le monde survit, et les joueurs se retrouvent catapultés à travers la Terre et atterrissent par chance dans une usine de coussins à Londres, et ils doivent se trouver un abri, trouver un petit appart, et puis 3 jours plus tard ils reçoivent un SMS en leur disant faut présenter à Pôle emploi. Le jeu commence comme ça. Donc, quand je leur propose de créer leur personnage, je suis dans un monde réel, mais avec des choses un peu bizarres. Ouais. Puis après, j'explose des théories du complot qui deviennent vraies, etc. Mais ils ne le savent pas. Et typiquement, j'en ai un qui me propose de jouer un médium et qui me dit ouais, je peux lire l'avenir. Je lui dis alors, ton personnage pense qu'il peut lire l'avenir. Et après, en jeu, la mécanique, on verra comment elle va faire. Et donc, la plupart du temps, quand il utilise sa compétence de lire l'avenir, je lui dis ton personnage pense que, voit que. Mais après, est-ce que ça va se produire? Il n'y a que moi qui le maîtrise et pas lui. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant comme idée de se dire, ok, ben, si j'ai un doute, je dis à mon joueur, ok, ton personnage je le perçoit comme ça. Et comme au fait, bah, on sait tous, hein, même aujourd'hui, la réalité elle est différente selon les yeux de chaque personne, ça te permet de toi de te laisser du temps, surtout pour rebondir. Et au pire, si c'est pas exactement ce que tu avais prévu, ben, tu te dis, ouais, mais t'as pensé que, mais c'est pas ça. En fait, je trouve que c'est une super technique pour se mettre un petit peu de marge en tant que MJ pour pouvoir réagir et construire le truc. Ça, peut-être il y a des briques qui seront vraies, peut-être qu'il y a une partie qui sera fausse. Ça te laisse fois, beaucoup de temps. Moi, ça m'est déjà arrivé en impro de donner une info qui est pas du tout la bonne en fait. Et une info qui sait que peut avoir de l'impact plus tard et pas dans le bon sens quoi, malheureusement. Donc là, ça te laisse du temps aussi de réfléchir au truc et de trouver une solution, une porte de sortie. Quoi. Ouais. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté genre, en fait, tu sais que toi, en tant qu'MJ, tu peux faire des erreurs, donc laisse-toi une porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est de dire, c'est pas parce que tu perçois un truc en tant que personnage que cette chose est vraie, en fait. Et je pense que ça, c'est une bonne porte de sortie en tant qu'MJ, et surtout, ça va créer des péripéties, en fait, et de l'émotion. Et en fait, c'est au final ce qui est le plus important, quoi. Il me semble que tu m'avais dit que quand t'as commencé le théâtre d'impro, t'as directement dit à ton prof que t'avais un objectif aussi de t'améliorer sur le roleplay là-dessus, c'est ça? Exactement. Ok. C'est un truc qui a été bénéfique, qui a été compris. Comment ça s'est passé? Ça a été positif. Hein. Le jeu de rôle reste du théâtre en version jeu de plateau, sur une table avec des dés, des stylos, des cartes. Ça dépend comment on joue. Mais on fait appel à beaucoup de techniques du théâtre parce que au bout d'un moment, on va vouloir incarner les personnages. Et incarner un personnage, c'est être comédien. Donc oui, ça a été bien reçu. Et moi, ça m'a permis, si on fait un avant-après, j'étais sur ma campagne de Avatar, le dernier maître de l'air, qui se passe 300 ans avant, donc c'est l'ère à peu près de Kyoshi, l'Avatar, pour ceux qui connaissent la série. Et on a les 4 nations qui existent, plus une 5e nation, qui est une nation de pirates. Et il se trouve qu'il y a la reine des pirates, qui s'appelle Tagaka, qui est une pirate qui est forte, qui veut essayer de dominer le monde, mais en même temps qui est stratège. Donc il y a un personnage qui est assez fin à jouer, et c'est une femme. Donc il faut arriver à faire une femme qui soit forte, pirate, stratège, et en même temps un peu machiavélique, mais qui se laisse pas complètement non plus emporter dans des mois. Je suis le grand méchant. Donc au début, sur la première rencontre, je l'avais fait rencontrer au début de la partie, c'était avant que je commence l'impro. J'ai pris peut-être une voix un peu trop poussée dans l'efféminé, ou alors avec un peu trop d'émotion. Et après avoir travaillé beaucoup l'improvisation, qui fait travailler sur la gestuelle, sur comment jouer les émotions,
sur comment jouer le rapport de dominé-dominant. Il y a plein de choses, hein, donc là on n'a pas tout décrit, mais c'est plein de techniques qu'on apprend. Quand il l'a rencontré à la fin, spoiler alert, c'était le boss de fin. Là, j'ai pu le jouer sans avoir à changer mon ton de voix, mais en changeant l'intonation pour prendre un ton affirmé et un peu plus fin, ce qui a été beaucoup plus percutant au niveau des joueurs. Et j'avais posé la question justement de comment ils avaient perçu. Et c'est ce qu'ils m'avaient dit, on avait beaucoup plus peur, on avait beaucoup plus la flip de l'affronter à la fin que quand on l'a vu au début. Et on a moins d'appréhension aussi, j'imagine, à interpréter, parce que des fois, en fait, potentiellement, on peut être en capacité de le faire, mais on n'ose juste pas, parce qu'on a peur, des fois, on va parler trop vite, on va l'exprimer de la mauvaise façon, enfin, on peut avoir un peu cette appréhension-là, alors que le théâtre d'impro te permet justement de casser un peu ces barrières-là, quoi. Ouais. Ce que je conseille là-dessus, pour les maîtres du jeu débutants, il y a 2 choses, je dirais, c'est soit préparer des PNJ, des personnages non joueurs, qui sont très colorés, donc soit très loufoques, c'est jouer l'émotion à fond, soit très triste, soit très colérique, soit très enjoué. Ça permet de rentrer dans le truc à fond, et c'est difficile de jouer faux quand on est sur un personnage qui est à fond dans une couleur. Donc soit le préparer un peu pour savoir exactement à quoi ressemble, ou alors ne pas le préparer, lancer une improvisation sur un personnage qu'il rencontre, et en fonction de sur le moment on dit il est triste ou il est enjoué, et dérouler là-dedans. Okay. Et pas hésiter à faire quelque chose de un peu trop au début, parce que ça permettra de revenir plus progressivement, de faire quelque chose de un peu plus maîtrisé, et ça vient avec l'expérience. Ok, hyper intéressant comme conseil. C'est vrai que ça c'est un truc que je fais encore aujourd'hui, parce que je suis assez mauvais dans la création dans l'interprétation des PNJ. Du coup, maintenant, j'ai abandonné un peu ce système en me disant il faut que j'essaye de faire quelque chose un peu précis pour ce PNJ-là. J'y vais vraiment à fond, dans l'extravagant, dans le très joyeux, très triste, ou des choses comme ça, très gamin, ou des choses comme ça. Et ça fonctionne toujours très bien pour mes joueurs. Et c'est vrai qu'après, je trouve qu'on peut revenir à un état normal assez vite pour les joueurs, en fait, s'en rendent pas forcément compte. Ils gardent un peu en tête le première interaction qu'ils ont eu avec le PNJ, en tout cas, à chaque fois qu'ils lui parlent. C'est vrai que c'est un super bon conseil pour commencer. Pour commencer à s'entraîner, ouais. C'est top. J'ai peut-être une dernière question. Le théâtre d'impro, c'est quand même quelque chose qui se pratique, quoi. T'en fais toutes les semaines C'est une fois par mois. Une fois par mois, ok. Ouais, donc c'est pas non plus... Non. 3 heures une fois par mois. C'est 3 heures, ok, ouais. Donc 3 heures une fois par mois. Mais c'est quand même quelque chose qui se pratique dans un cadre ou autre. Est-ce que ça peut s'apprendre un peu tout seul chez soi pour ensuite le restituer en roleplay? Ou est-ce que c'est mort? Il faut vraiment... délicat comme question un peu. Alors je te répondrai, toi tu penses en fonction de ton personnage que on peut l'apprendre tout seul. La vérité, non, j'avoue, j'ai pas la réponse. Ouais. J'aurais tendance à dire que c'est plus facile à le faire avec un professeur. Je pense qu'on doit pouvoir trouver des vidéos qui permettent de se familiariser avec le sujet. Mais pour arriver à sortir de l'inhibition, à être capable de se lancer, de passer un petit peu sa zone de confort, je pense que c'est quand même nécessaire de pouvoir le faire avec des gens autour de toi. Ouais, parce qu'en fait, tu as l'aspect technique, déjà d'avoir un regard extérieur sur ce que tu fais, est-ce que techniquement ce que tu fais vaut quelque chose ou pas du tout. Et puis tu as effectivement l'appréhension, et ça c'est clair qu'il faut être capable de passer le cap, et c'est un peu, je pense, comme un saut dans le vide. Plus tu le fais, moins t'as peur après, quoi. Un petit truc par rapport à ce que tu viens de dire, niveau technique, etc. En soi, sur l'improvisation, il y a aussi quelque chose d'important. Il faut l'oublier tout ça. Okay. Il y a jouer juste ou jouer faux. Et jouer juste, c'est y croire. Donc c'est là aussi où jouer des personnages exubérants, ça va être bien, parce que c'est plus facile de croire en soi quand on joue quelqu'un de complètement fou, complètement colérique. Et du moment où on est juste, on sera jamais ridicule, en fait. Parce que le personnage le sera, mais pas nous. C'est trop bien comme mot de fin. C'est carrément. J'avoue. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, merci beaucoup pour tous ces conseils. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu.